avec ce qui vient de se passer au Venezuela, la capture de Maduro par l'ordre donné par Donald Trump, je ne vois pas pourquoi demain, plus tard, la France ne pourra pas faire de même avec l'Afrique en revenant, bien sûr, avec la colonisation et peut-être voire l'esclavage. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait, du moins en tout cas, une décision étatique venant plus tard demain dans le futur, un président français qui pourra dire éventuellement retourner en Afrique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'année dernière, en 2025, il y a un général, pour ne pas le citer, le général Lecointre de mémoire, qui avait dit que la France et l'Europe avaient vocation de retourner en Afrique pour mettre fin à quoi ? Au terrorisme, sinon l'Europe serait emparée par des vagues migratoires et des agressions. Donc, ceci pourrait justifier demain plus tard, comme Donald Trump a pu justifier l'arrestation de Maduro par le narco-terrorisme. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, la situation est tellement grave que l'on est obligé de s'y intéresser. J'ai pris quelques notes concernant cette situation actuellement qui ébranle le monde entier sur le conflit, enfin, qui n'est pas un conflit d'ailleurs, disons plutôt cette tension qu'il y a entre le Venezuela et les États-Unis, notamment avec l'ordre donné par Donald Trump pour arrêter Nicolás Maduro, donc président du Venezuela jusqu'à présent en tout cas, ou président déchu si on veut. Alors, dans cette affaire, je vais vous donner mes faits, ma vision de pensée et comment je vois cette situation de manière plus large, avec un angle de vue un peu décalé qui n'est pas surtout révélé dans les médias classiques. Avant de commencer, je vais commencer par le premier point qui est le 2 poids, 2 mesures. D'accord ? C'est-à-dire que ici, on voit bien que c'est toujours, quand il y a ce genre de situation, c'est toujours en un sens unique. Il n'y a pas de réciprocité. J'en veux pour preuve que si on prend par exemple dans les années 80-90 l'affaire des Contras au Nicaragua, pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, parce que voyez-vous, je n'ai pas réagi à chaud dans cette histoire parce que j'attendais d'avoir plus d'éléments et de me replonger dans mes lectures concernant toutes les affaires sales des États-Unis et bien sûr vous donner quand même quelques informations plus crédibles. Si vous vous souvenez des affaires, donc pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, des Contras, c'est une histoire dans laquelle les États-Unis ont financé des groupes rebelles, voilà, au Nicaragua, mais par un mécanisme qui aujourd'hui pourrait être qualifié également aussi de narcoterrorisme à l'endroit du gouvernement du Nicaragua à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez dans cette histoire-là donc des contrastes, on est dans les années 70-90 à peu près, où l'Iran étant sous embargo par le Congrès américain, le président américain à l'époque, Donald Reagan, décide de contourner la décision du Congrès, c'est-à-dire en vendant des armes à l'Iran. Mais en passant par qui ? Pas directement, bien sûr, sinon ça allait se voir, mais en passant par Israël. Donc, voyez-vous aujourd'hui que tout est lié, même quand on parle aujourd'hui des conflits à Gaza. Le fait d'avoir Israël, le fait d'avoir comme ça aussi constamment des guerres entre Israël et l'Iran dernièrement, on voit bien que tout ceci, ce sont des acteurs qui se connaissent dans, on va dire, le mécanisme de cette relation entre guillemets. Donc, pour revenir à l'affaire des Contras, le Congrès américain ayant imposé des embargos à l'Iran, au gouvernement iranien à l'époque, au Shah à l'époque, le président américain décide donc de passer, alors il n'est pas seul, bien sûr, quand on dit le président américain, ce qu'on pourrait parler derrière, l'état profond, en gros, qui décide. Donc la CIA et tous les officines derrière cachés décident de vendre des armes à l'Iran en passant par Israël, dont c'est tout ce que je vous dis là, c'est relaté pas des faits. Aujourd'hui c'est connu, ça a été déclassifié. Il y a un très grand journaliste d'ailleurs à l'époque qui avait fait tout un livre là-dessus, d'accord, et très bien documenté. Gary Webb, pour ne pas le citer, et qui d'ailleurs était mort dans des situations très très obscures. Et donc
lors de la vente des armes des États-Unis à l'Iran en passant par Israël, les prix étaient gonflés. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers cette marge en plus qui était gonflée artificiellement, cela devait justifier donc le fait de financer des groupes paramilitaires rebelles au Nicaragua pour lutter contre le gouvernement à l'époque sandiniste, socialiste, gauche à l'époque. Et il fallait donc blanchir cela par de l'argent, de la drogue. Et d'où pourquoi les prix étaient gonflés artificiellement, le prix des armes vendues à l'Iran en passant par Israël. Quand je dis 2 poids, 2 mesures, je veux faire référence au fait que si l'ordre, on va dire le droit était respecté, voilà, le gouvernement du Nicaragua à l'époque aurait pu le dire également, c'est une situation de narco-terrorisme. Parce que terrorisme, pour le fait que les États-Unis finançaient des groupes paramilitaires, donc les Contras, pour lutter contre le gouvernement du Nicaragua à l'époque, du narco, donc narcotrafiquant, lié à la drogue en fait, parce que ce groupe-là se finançait aussi via la drogue, qui était donc le moyen intermédiaire pour blanchir de l'argent et donc de continuer le combat. Donc, première situation, 2 poids, 2 mesures. Et le 2 poids, 2 mesures ne fonctionne que dans un seul sens, que dans le sens où c'est l'Occident, ici les États-Unis, en tête champion, qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais. Pour continuer de manière logique avec le 2 poids, 2 mesures, j'en viens maintenant au second point, qui est que le droit international, ce qu'on a toujours bassiné, ce qu'on nous a toujours mis en avant comme étant l'ordre normal, le monde civilisé, d'accord? Le monde civilisé contre le monde barbare, le monde libre contre le monde des barbares. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, ok, d'accord, l'ordre qui s'est comme ça structuré avec l'ONU, les instances internationales et tout le reste, Banque mondiale, FMI. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être dupe. Si vous croyez encore que tout cela était du bien fondé, bah vous vous leurrez, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, alors depuis belle lurette, mais une fois de plus, l'actualité actuelle internationale nous oblige à avouer une bonne fois pour toutes que cet ordre-là en question n'a jamais été au bénéfice de toute l'humanité, de toutes les nations. Ça n'a été que, on va dire, le moyen des grandes puissances, les États-Unis en tête, bien sûr, pour asseoir comme ça les dominations mondiales. Maintenant, la question que l'on se pose et que l'on devrait se poser, c'est pourquoi on constate de plus en plus, d'année en année, le fait que cet ordre international, qui auparavant donnait l'apparence, je précise bien, l'apparence de vraiment gouverner, de constater qu'au fur et à mesure, il y a une faiblesse de plus en plus, quelque chose qui s'effrite. Là, c'est la question véritable à se poser. Et je vais vous donner l'une des raisons principales. C'est parce qu'évidemment, avec l'industrialisation, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, la Chine qui était auparavant perçue comme étant une puissance, un colosse au pied d'agile, donc on ne voyait pas la Chine vraiment évoluer. L'Occident, les États-Unis en tête, quand je parle de l'Occident, je veux faire référence aux États-Unis en tête en premier, et l'oligarchie occidentale, d'accord? À ne pas mélanger avec le bas peuple qui n'a aucun pouvoir d'ailleurs, d'accord? Donc l'Occident en tête se disait que la Chine allait rester comme ça l'usine du monde et allait continuer toujours à être à un très bas niveau, allait produire fabriquer des produits que l'Occident aurait dictés à la Chine. La Chine également ayant compris à jouer sa stratégie. On voit bien comme ça que la Chine aujourd'hui a réussi à se camoufler, à utiliser aussi la naïveté quelque part, ou plutôt l'arrogance même d'ailleurs, pas la naïveté, on va dire, je dirais beaucoup plus en tout cas l'arrogance de l'oligarchie occidentale vis-à-vis des peuples du monde entier tout simplement, mais vis-à-vis de la Chine, pour se dire que la Chine allait continuer comme ça à rester à fabriquer des produits pas de haute qualité, on va dire technologique et de supériorité assez très grande. Donc la Chine est comme ça, a joué derrière en faisant le dos rond, d'accord, a réussi donc à se camoufler, à tirer son épingle du jeu et aujourd'hui a fini par s'imposer et aujourd'hui
fabrique et donne le ton maintenant sur les enjeux de technologie en matière de fabrication, en matière de procédés, de processus batterie électrique et tous les moyens qui vont avec. Et ça, bien sûr, la Russie également, qui a réussi à se stabiliser à peu près depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Donc, tout l'ordre occidental qui avait été installé jusqu'ici, après Bretton Woods, la Banque mondiale, FMI, la CPI et tout le reste, on voit bien qu'aujourd'hui, cela ne tient plus, parce que d'autant plus, la Chine, donc les puissances, l'Inde également, bien sûr, à ne pas oublier. Donc, il y a eu une reconfiguration comme ça du monde entier et le commerce international, l'ordre économique a radicalement changé et les États-Unis n'ayant plus la main mise, parce que avec des guerres successives, il y a eu l'entraînement comme ça de l'État américain dans des conflits, dans des bourbiers qui ont fait que les États-Unis se sont très endettés, la planche à billets ne fonctionnant plus très bien ou fonctionne avec ralenti. Et pour maintenir ce mécanisme de pétrodollar de financement américain, il faut énormément de moyens. Et comme je vous ai dit, les puissances citées, la Chine et la Russie, qui ont quand même émergé. Et aujourd'hui, on voit bien que l'ordre économique, donc en passant par l'ordre économique, que les États-Unis avaient la toute-puissance. Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de conjuguer avec la Chine, la Russie et ces puissances-là. Et le gâteau, on va dire américain, c'est un tout petit peu réduit, pour ne pas dire vraiment réduit. Mais comme il faut continuer à entretenir le train de vie américain, la puissance hégémonique américaine, à travers le monde entier, il faut donc maintenir cette domination coûte que coûte. Et pour cela, donc, les États-Unis ne veulent pas, on revient donc, du coup, à des vieilles marmites, à des vieilles cuisines, la doctrine Monroe, ce qu'on vous dit là d'ailleurs à travers donc justement le président américain, à l'époque James Monroe, pour vous synthétiser la situation, qui considère que l'Amérique latine, donc vous avez, on va dire l'Amérique, vous avez les États-Unis, et tout ce qui est autour des États-Unis n'est que le précaré américain, des États-Unis d'Amérique. Donc, ça, c'est le message, c'est la doctrine Monroe en soi. Et donc, toute puissance comme ça, la Chine, la Russie, extérieure, autre qu'un pays faisant partie de l'Amérique latine, qui viendrait faire du commerce avec un des États de l'Amérique latine, dont les États-Unis considéraient que cela nuit à leurs intérêts, les États-Unis se donnent le droit, s'érigent en gardien de protéger leur protectorat, leur précaré. Ça, c'est la doctrine Monroe. Donc, d'où pourquoi vous avez vu là Nicolás Maduro qui s'est, on va dire, rapproché des Russes, de la Russie, des Chinois. D'ailleurs, je crois que à la veille, avant son arrestation illégale, rencontre les Chinois. Donc, ça vous donne le ton de ce qui se passait depuis déjà à Washington. Et même bien avant cette rencontre-là, on a vu comme ça des bateaux vénézuéliens se faire bombarder par les avions américains. Tout ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc, l'ordre international n'a jamais existé. Il a toujours existé pour, comme ça, asseoir la domination américaine et occidentale oligarchique. Et ça ne fonctionnait qu'ici en apparence parce que le monde entier quasiment était soumis, était vassalisé, entre guillemets. Vous avez eu l'entrée de la Chine, la Russie, les autres puissances, et l'Inde qui se sont développées au fur et à mesure, qui aujourd'hui, aussi les États-Unis, dans le va-t-en-guerre comme ça, successif avec le président, cette situation-là aux États-Unis, dans la société américaine, a créé des dissensions et a créé des situations où la situation économique, sociale ne tient plus. Et donc, je ne suis même pas j'ai même pas encore mis en perspective le conflit en Ukraine et en Russie, mais je vais y arriver. Donc, tout ceci a créé comme ça un abaissement, une chute vertigineuse au fur et à mesure de la puissance américaine. Mais comme il faut maintenir cette puissance-là par tous les moyens nécessaires, d'accord, il faut donc
comme ça, s'assurer que l'Amérique latine reste toujours aux États-Unis. Et ce message doit être rappelé à quiconque sur cette planète Terre. Voilà ce qui s'est passé au Venezuela. Pour revenir, donc continuer toujours dans ma lancée, c'est parce que justement, premièrement, donc, le 2 poids 2 mesures, l'ordre international que je viens de vous mettre en perspective, qui n'a jamais existé, qui donnait l'apparence de fonctionner parce que le monde entier, le sud global aujourd'hui dont on parle, était totalement vassalisé. Sauf que ce sud global ayant aujourd'hui quand même un droit de regard, une puissance qui commence comme ça à s'exprimer, donc à travers les BRICS, d'accord, la Chine et la Russie en tête, et les États-Unis n'ayant plus cette force de frappe par rapport à avant, de se déployer en termes de logistique aussi puissante, et la situation économique, sociale en interne aux États-Unis, d'accord, et politique également, ok, tout ceci fait que les États-Unis, comme ils doivent maintenir toujours leur puissance hégémonique, fait que voilà, ils sont obligés de ne plus se cacher, entre guillemets, donc de ne plus manœuvrer à travers, on va dire, des résolutions à l'ONU dont on savait déjà que c'était des résolutions frauduleuses, d'accord. Je vous donne un exemple. Quand Sarkozy, avec la présidence de Barack Obama, décide d'aller frapper, bombarder en Libye, c'est parce qu'il y avait une résolution, vous me voyez venir, une résolution, d'accord, même si on le sait très bien que ce genre de résolutions sont déjà orientées. Mais du moins, il y avait une forme de mettre les choses quand même dans une forme d'apparence visuelle, de convaincre et de donner cet argument à quiconque pourra dire que vous êtes allé de manière illégale en Libye, bombardé et tué, qui a conduit au meurtre de Kadhafi. Aujourd'hui, les États-Unis, Trump en l'occurrence, dans cette situation au Venezuela, d'après les informations qu'on a, n'est pas passé par le Congrès. Donc il n'y a pas eu l'aval du Congrès. Et même, d'ailleurs, ça ne veut pas dire que le Congrès n'est pas d'accord, mais c'est un ordre, tant que ça arrange les intérêts américains, donc on peut y aller. Et donc, compte tenu de tout ce que je vous ai donné, on n'est plus obligé aujourd'hui de s'en cacher. Et Trump, d'ailleurs, il a le mérite de le dire. Nous allons gouverner le Venezuela depuis les États-Unis ou à minima, bien sûr, en plaçant un gouvernement qui va obéir à nos ordres. Parce que c'est ça, en fait. D'accord ? Donc, le Venezuela, vraiment... Et ceci n'est pas qu'un message envoyé au Venezuela, c'est aussi un message envoyé comme ça à tous les autres pays de l'Amérique latine, Cuba, sauf l'Argentine qui est déjà vassalisée, vous voyez. Mais, donc, je vous donne encore une fois de plus matière à comprendre que l'ordre international n'a jamais existé. Je poursuis dans ma lancée, donc j'ai parlé deux poids, deux mesures, l'ordre international qui n'a jamais existé. Je peux revenir même d'ailleurs avec la CPI, la Cour pénale internationale. On voit bien que cette Cour pénale internationale n'a que jugé jusqu'ici que les plus faibles, en fait. Les pays africains et quelques pays slaves, etc. Mais vous avez vu que lorsque cette Cour pénale internationale délivre comme ça des mandats d'arrêt contre des dirigeants Israël en date, par exemple, et bien d'autres puissants, il ne se passe rien. Donc vous avez une preuve une fois de plus que cette Cour pénale internationale n'a pas pouvoir, n'a pas matière à s'établir, à faire respecter son droit dans tout le reste du monde entier, parce que justement elle n'a jamais été créée pour cela. Son but premier n'a toujours été que de regarder comme ça des petits, on va dire des petits dictateurs, d'accord ? Et donc clairement, une fois de plus, pour celles et ceux qui croyaient encore à tout ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, ordre international, le monde libre, le monde civilisé, tout ceci ne sont que des notions abstraites. Tout dépend de la lecture que vous en faites en fonction de votre degré de puissance. D'accord ? Et on peut revenir d'un point de vue philosophique. La justice
n'est qu'un rapport de force, n'est qu'un rapport de puissance. J'en veux pour preuve, je vous donne tout simplement une citation très célèbre, je vais paraphraser, par exemple Blaise Pascal dans Les Justices, qui fait bien sûr référence entre la force et la justice. Puisqu'on n'est pas capable de faire en sorte que ce qui soit juste soit fort, on fait en sorte que ce qui soit fort soit juste. Donc, même dans la vie quotidienne, quand vous voyez dernièrement, on a vu des présidents français en date aussi qui ont été condamnés, on voit bien dans quelles circonstances comme ça, quand il s'agit de parler de condamnation pour ce genre d'individus, vous voyez bien que la justice vacille, où les médias sont là pour venir donc aux ordres, venir établir le discours, le narratif selon lequel cette personne, c'était pas trop grave, quoi, entre guillemets. Mais lorsqu'il s'agit de monsieur ou madame lambda du quotidien, la justice s'établit dans les normes de manière scrupuleuse. Tout ceci doit vous faire comprendre que nous vivons dans une société, bien sûr, tout n'est pas à jeter. On va dire, le semblant de justice que nous avons, c'est un mal nécessaire. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que c'est réellement la justice en soi. Il y a une justice des hommes, évidemment, lorsque Blaise Pascal, pour celles et ceux qui ont fait un peu de philosophie, pas que lui d'ailleurs, il y a la justice des hommes, donc la justice humaine qui condamne avec un juge, avec tout ce scénario, des prétoires, et des avocats, etc., des juges qui sont d'ailleurs parfois corrompus quand on creuse dans certaines situations. Bon, bref, dans tout ce cinéma de théâtre, ça c'est la justice rendue par les hommes. Et après, de l'autre côté, il y a la notion de la justice réelle en soi qui a tout son sens dans son essence, d'accord ? Et on peut aller plus loin dans un sens aussi divin, etc. Bref. Revenons un peu donc pour recentrer le sujet. Je vous ai dit, je vais vous donner ma situation des faits dans une vision 360. Ceci vous permet de comprendre que, donc, deux poids, deux mesures, le droit international, tous les artifices, le langage comme ça, qui accompagne ou qui accompagnait l'ordre international jusqu'ici, l'Occident, par sa forme de vertu de morale. Vous voyez bien que cet ordre-là aujourd'hui n'était que, en fait, mensonge. Quand Poutine parle de l'empire du mensonge, il fait référence évidemment à tout cela. Quand vous regardez depuis donc l'arrestation de Maduro, si vous regardez les médias, on va dire les médias mainstream de grande masse, vous voyez que on vous, avant de mettre réellement en perspective, de bien signaler que cette arrestation est illégale, on vous fait comprendre que Maduro n'était pas un enfant de cœur, n'était pas un président qui prenait soin de son peuple. Bon, alors, on pourra y revenir. Et on vous met d'abord cela en avant pour atténuer ou justifier à peu près le fait que, évidemment, s'il a été arrêté, c'est peut-être aussi parce qu'évidemment, il se partageait le gâteau avec ses amis, entre guillemets, un certain nombre de cartels de drogue, de narcotrafiquants. Et donc, étant aux portes des États-Unis, il était donc normal, en quelque sorte, parce que c'est ça le bruit de fond qui est envoyé, que les États-Unis interviennent. Mais ça, ce ne sont que c'est de la propagande, pour aller plus rapidement. Parce qu'avant de commencer dans cette situation-là, je vous rappelle que dans le monde entier, il y a plus de 100 pays, et voire plus, où vous avez comme ça un pays qui est en conflit avec son voisin. Et donc on pourrait trouver des situations comme ça dans lesquelles on pourrait également dire que, mais pourquoi pas tel dit dictateur ne serait pas inquiété. Je ne vais pas vous donner des noms, vous avez tellement pléthore d'exemples dans lesquels on peut retrouver des situations dans lesquelles un certain nombre de dirigeants maltraitent le peuple ou on pourrait considérer comme tel. Mais néanmoins, est-ce que cela donne le droit à toute puissance étrangère de venir intervenir pour pouvoir déloger, arrêter, capturer ce président en question comme tel un bandit ou telle une arrestation, on va dire, de la rue? Ça, je pense que la réponse à cette question, vous l'avez en vous. Et donc,
ce qui est vraiment intéressant depuis cette arrestation-là, au niveau médiatique, du traitement médiatique, en dit beaucoup long dans notre société, surtout dans les sociétés occidentales. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient bien le mécanisme derrière lequel les médias de grande masse, maintenant, viennent nous vendre l'après-arrestation. Donc la situation vient nous faire passer la pilule en disant que alors Maduro, je vais être d'accord avec vous, je vais vous le dire tout de suite, je trouve pas que également il a bien géré la situation en interne, parce que s'il a été aussi arrêté de cette manière-là, c'est parce qu'aussi derrière il a commis quelques erreurs à minima. Quand on voit que par exemple son prédécesseur Hugo Chavez était quand même beaucoup plus aimé et subissait également les embargos américains, mais malgré tout réussissait à manœuvrer et donc à réussir comme ça à être aimé par le peuple. Donc dans les mêmes conditions, Hugo Chavez s'en sortait, et malgré la maladie à la fin, etc. Et Maduro, on va dire, même si c'était pas un enfant de cœur, bien sûr, a commis quelques erreurs, bien sûr, mais en aucun cas, quel que soit ce que vous pouvez mettre en avant, ça ne justifie pas son arrestation dans la manière dont nous avons vu dernièrement par les services d'État américains, la DEA, le FBI et tout le reste. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que je vais maintenant prendre une autre dimension. Ceci pour dire que si on généralise maintenant ce genre d'intervention, parce que les États-Unis ne sont pas la première fois. On peut toujours évoquer comme ça des motifs. Quand je vous parlais du fait que l'ordre international n'a jamais existé, c'est parce que dans ce deux poids deux mesures, des notions sont invoquées, sont créées pour pouvoir justifier ce genre d'exaction. Donc aujourd'hui, on vous parle du narcoterrorisme. En Irak, pour Saddam Hussein, on a parlé du terrorisme et des armes nucléaires, d'accord ? Pour Kadhafi, on a mis en avant que Kadhafi armait ses militaires pour pouvoir tuer son peuple, son propre peuple. Et d'ailleurs, on disait qu'il donnait du Viagra à ses militaires pour violer des femmes et des citoyens libyens. Voyez-vous, la diabolisation de l'ennemi et les médias viennent vendre maintenant ce narratif pour installer dans vos têtes que ce qui va se passer après, ce sera normal, et que oui, certes, il a été arrêté un peu de manière illégale, mais bon, il a quand même un peu cherché. En quelque sorte, c'est ce qui est mis dans nos têtes, en fait. Et donc, je voulais dire que si maintenant on généralise cette situation, vous allez voir que le monde entier, on n'est plus véritablement dans ce qu'on nous a vendu jusqu'ici comme étant un monde de paix, un monde d'amour, parce que toutes les puissances aujourd'hui, et depuis l'Irak à peu près, même bien avant, mais on va dire depuis le 11 septembre, ont très bien compris que s'il faut garantir sa souveraineté dans ce monde, il va falloir s'armer, et s'armer réellement, c'est avoir un moyen dissuasif. Donc, en date, pour l'instant, on parle de l'arme nucléaire. Mais vous voyez tout cela dans une perspective beaucoup plus large que le simple fait de posséder l'arme nucléaire. Vous avez la notion aujourd'hui, la question des technologies, l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà fait état du fait que les États-Unis et la Chine se livrent une bataille féroce autour de l'intelligence artificielle et de toutes les technologies conjuguées à l'IA. Donc, à travers justement les supercalculateurs. En Taïwan, donc on parle des microprocesseurs qui vont permettre d'avoir des modèles beaucoup plus miniaturisés, mais beaucoup plus optimisés et donc très puissants. Et la question comme ça des composants électroniques et de leur fabrication dans les procédés, la connaissance du savoir-faire, tous ces enjeux-là, toutes ces questions-là sont des enjeux très très pointus et importants pour les États-Unis comme pour la Chine. Donc, ce qui se passe actuellement au Venezuela est un signal très fort que les États-Unis envoient à la Chine, et la Chine aussi a bien reçu le message, mais également à la Russie et à toutes les autres puissances du monde entier. Et également aussi, bien sûr, à toutes les, entre guillemets, le sud global, les petites nations n'ayant pas de force réellement pour l'instant de dissuader les autres grandes nations. Et d'où le fait d'avoir des propositions, des stratégies d'alliance pour ces petits États en question.
Je poursuis en disant que, évidemment, donc, sur la question des technologies, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, sur l'intelligence artificielle. Vous utilisez les grands modèles de langage, l'IA, on va dire, pour la plupart, des modèles américains. Et bien avant même l'IA, la plupart des systèmes informatiques que l'on utilise, les logiciels, sont américains. Pour les États conscients de ces enjeux-là, ces États sont conscients du fait que demain, plus tard, si les États-Unis décident de changer leur regard sur le pouvoir en place au sein de ces pays-là, la question des enjeux, la question de technologie sera un outil de domination. Parce qu'il suffit simplement de vous débrancher. Je prends par exemple le système SWIFT de paiement que la Russie avait bien anticipé avant de pouvoir commencer son opération spéciale d'après les Russes en Ukraine. Mais ça, c'est comme ça, donc une vision stratégique qu'il faut avoir à chaque fois que vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle, mais pas que de l'IA, mais de manière plus large de technologie qui vient, quel que soit d'ailleurs le pays dans lequel il a été créé, donc, mais là en particulier les États-Unis, mais ayez les bases fondamentales de la manière dont ces outils fonctionnent. Comme ça, vous pourrez vous extraire et créer le vôtre, en fait, de créer votre propre système. D'accord ? Quand je parle de l'IA au quotidien, la plupart du temps, je n'aime pas trop faire des vidéos dans lesquelles je vais vous montrer des use cases, des cas d'usage, comment utiliser ChatGPT, parce que ça, c'est le produit résultat final. C'est le produit via l'interface. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. C'est comment créer véritablement toute la mise en place de l'intelligence à travers les transformeurs, les couches successives pour pouvoir atteindre et arriver à un niveau de ce qu'on pourrait qualifier de langage naturel enrichi. Et quand vous prenez comme ça des modèles tels que DeepSeek, les modèles chinois, c'est parce que les Chinois ont très bien compris depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis le fait d'interdire les géants américains en Chine, c'est parce que la Chine comme ça a compris que c'était un outil dont les États-Unis se saisissaient lorsqu'il fallait faire chanter et mettre en mal un certain nombre de pays qui ne le respectaient qui ne respectaient plus leurs décisions. Donc, apprendre ici, donc j'insiste un tout petit peu là parce que c'est mon domaine et je suis vraiment très touché là-dessus, c'est parce que l'intelligence artificielle, il faut aller comprendre réellement toutes les briques de mise en place des grands modèles de langage, comment on entraîne un grand modèle de langage, comment on fine-tune un grand modèle de langage pour que le modèle de langage ne soit pas restreint, bridé à un vocabulaire dont on aura décidé aux États-Unis, à la Silicon Valley. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT avec un certain nombre de mots-clés sur un certain nombre de thématiques parce que c'est tout simplement interdit. Le modèle n'a pas d'ordre d'y aller explorer. Alors, pour vous, bien sûr, n'a pas vocation à vous donner un certain nombre d'informations sur un certain nombre de thématiques. Donc, vous avez déjà un modèle on va dire bridé, un modèle qui n'a pas toutes ses capacités. Mais si vous avez ce modèle-là, pensez à ce que pourrait avoir, ce que a eu en avance avant vous, tout le complexe militaro-industriel militaire américain, la NSA et tous les services de renseignement compris. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, sont des enjeux de pouvoir. Et j'en ai déjà fait état ici dans plusieurs vidéos précédentes. Je poursuis maintenant pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, en tant que enjeu technologie et de pouvoir, la Chine ayant compris et les autres nations ayant également compris, l'Iran aujourd'hui qui conçoit et qui construit de manière plus rapide qu'auparavant des drones, c'est comme ça des moyens pour pouvoir se défendre. Et les États-Unis, dans cette reconquête de leur pouvoir hégémonique, montrent que on va faire en sorte que en établissant à nouveau la doctrine Monroe, on va remettre à flot
notre industrie militaro-industrielle et donc notre système de pétrodollar pour pouvoir concurrencer la Chine en particulier, mais la Russie et l'Inde, etc. Ou toute puissance derrière qui voudrait avoir des velléités de vouloir nous challenger dans cet ordre international. Et donc, je viens maintenant aux États vassaux des États-Unis, l'Europe en particulier, et je vais terminer là-dessus. L'Europe, si vous suivez un peu ce qui a été dit ici et là par un certain nombre de dirigeants européens, un certain nombre de dirigeants sont un peu gênés par cette intervention parce que ça ne semble pas logique par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, parce que cela pourrait se donner, on va dire, le droit à Vladimir Poutine de faire de même avec Zelensky. D'ailleurs, c'est un peu ce qui lui avait été reproché dès le départ de ce conflit-là. Mais voyez-vous, ça peut justifier également le fait que Poutine pourrait aller récupérer également Zelensky. Mais si vous reprenez aussi l'affaire dans cette perspective-là, vous voyez bien qu'un certain nombre de dirigeants européens ont validé comme ça l'arrestation de Maduro. Et ça dénote quelque chose de très très profond, qui est que l'Europe, dans son entièreté, l'Union européenne, de manière générale, est vassalisée. Et derrière cette vassalisation, on voit bien qu'il y a une soumission profonde à l'Empire américain, qui est un empire qui ne s'en cache plus d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, les citoyens européens qui pensent que l'Europe, l'Union européenne, ou même les pays, je veux faire référence par exemple à la France, malgré que la France dispose de l'arme nucléaire, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en perspective. Je me suis posé la question, et d'ailleurs, vous devrez également vous poser la question. Quand je parlais du fait de détenir l'arme nucléaire, c'était évidemment dans un esprit dissuasif. Mais prenez la question de manière plus large, parce que il ne suffira pas avec la manière dont les technologies évoluent très très rapidement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, demain, d'autres technologies qui viendront, le métaverse et tout ce qui est capacité onde, électromagnétisme en fait. Vous pouvez posséder l'arme nucléaire, mais il va falloir posséder tout le mécanisme de déclenchement de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on peut parler de l'arme nucléaire de manière sous-marine, lancée par des lanceurs, des vecteurs sous la mer, mais il faut aussi voir une arme nucléaire, l'intelligence artificielle, comme une arme nucléaire. D'accord ? Parce que si demain, un système est capable de débrancher ou d'éteindre vos systèmes à distance, cela vous met très en mal parce que vous n'aurez pas eu la capacité ou la technologie, la connaissance profonde de pouvoir maintenir vos systèmes à jour. C'est dans cette perspective globale qu'il faut penser vos systèmes de défense, que les États aujourd'hui, en tout cas les plus conscients, pensent le système de défense technologie et de manière plus générale. Je vais terminer maintenant en vous donnant un point de vue beaucoup plus historique et qui, bien sûr, fait relation, fait corps et sens avec ce qui se passe actuellement. Je ne vois pas pourquoi ce qui s'est passé au Venezuela ne pourrait pas donner un blanc-seing à un certain nombre de pays européens, si on prend la France en particulier, de ne pas revenir plus tard en Afrique sous forme de colonialisme vraiment assumé cette fois-ci. D'accord ? Parce que là, si on évoque la question du narcotourisme pour arrêter et capturer Nicolas Maduro, cela pourrait donner, peut-être pas à la France de maintenant, mais à la France peut-être dans 10, 20 ans, j'en sais rien, un président français. Puisque si je prends la relation entre la France et l'Afrique, et même d'ailleurs les Antilles, d'accord ? Parce que tout cela ne sont que des départements, des colonies françaises. De ne pas donner la raison véritable ou le motif justificatif à la France, à ce président qui viendra, peut-être hypothétiquement, d'un point de vue hypothétique, d'aller s'installer de manière assumée sous forme du colonialisme tel que l'on a connu, et voire plus loin, peut-être de l'esclavage. Tout dépendra maintenant en face de la réponse qu'il y aura vis-à-vis de ces populations afro-caribéennes, du monde noir en général. Est-ce que ce monde noir est-il préparé face à ce qui se passe actuellement ? Est-ce que ce monde noir
afro-caribéens tirent les conséquences de ce qui se passe actuellement? C'est la question que je vous pose et qu'il faudrait avoir en tête. Un certain nombre de pays, quand vous regardez aujourd'hui en Afrique, l'AES par exemple, qui est dans une dynamique de pouvoir se structurer, je pense, a pris cet élan-là. Mais le combat ou la lutte reste encore très très longue. Et donc, le temps nous dira si, évidemment, les choses vont évoluer dans ce sens ou dans un autre sens différent. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Il y a d'autres éléments que j'aurais pu mettre en perspective, plein de choses, mais je ne peux malheureusement pas tout dire en une seule vidéo. Mais globalement, tout ce qui se passe actuellement là, ce qui se passe au Venezuela, n'est que la conséquence d'un monde comme ça hégémonique américain qui est en train de s'effondrer, mais dans cet effondrement-là, doit maintenir sa position et de quelle manière. Et tout ce que vous voyez là, ces soubresauts, c'est justement comme ça parce qu'on a atteint un point de rupture ou des zones dans lesquelles l'Empire américain ne doit plus se cacher et doit réellement affiner sa puissance vis-à-vis des puissances montantes telles que la Chine et la Russie. Et l'Inde également. Merci les amis, abonnez-vous et likez et partagez si cela vous a plu ou pas du tout d'ailleurs. Mettez en commentaire votre analyse de cette situation actuellement qui se passe dans le monde entier. Je vous dis merci, bonne année encore 2026. J'espère que 2026 sera beaucoup plus meilleur que 2025 pour vous. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle analyse sur une situation globale. L'affaire est tellement très grave, donc j'étais obligé de pouvoir intervenir et de vous donner mon point de vue sur cette situation de manière plus globale. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.